Après avoir refusé de payer pour le mariage de luxe de ma fille, elle m'a bloqué. Quelques jours plus tard, elle m'a invité à un dîner de réconciliation. Quand je suis arrivé, 3 avocats attendaient avec une procuration. Elle a dit, soit tu signes, soit tu ne verras jamais ton petit-fils grandir. J'ai calmement ouvert mon sac à main, passé un appel téléphonique et dit, bien sûr, mais d'abord, quelqu'un veut dire quelques mots. La robe bordeaux était suspendue dans ma penderie comme un fantôme de temps meilleur. Je l'avais portée à la remise de diplôme du lycée d'Annie, puis à celle de son université, et plus tard pour célébrer sa première promotion dans l'entreprise de marketing. Chaque fois, elle m'avait complimenté sur mon élégance, sur la fierté qu'elle avait de m'avoir pour mère. Maintenant, en lissant le tissu sur ma silhouette de 62 ans, je me demandais si ce serait la dernière fois que je m'habillerais pour ma fille. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre violente dispute au sujet de son budget de mariage. 65 000 $. C'est ce qu'Annie et son fiancé, Henri, avaient exigé que je contribue. Pas demander, exiger. Après avoir refusé de payer pour le mariage de luxe de ma fille, elle m'a bloqué. Quelques jours plus tard, elle m'a invité à un dîner de réconciliation. Quand je suis arrivé, 3 avocats attendaient avec une procuration. Elle a dit, soit tu signes, soit tu ne verras jamais ton petit-fils grandir. J'ai calmement ouvert mon sac à main, passé un appel téléphonique et dit, bien sûr, mais d'abord, quelqu'un veut dire quelques mots. La robe bordeaux était suspendue dans ma penderie comme un fantôme de temps meilleur. Je l'avais portée à la remise de diplôme du lycée d'Annie, puis à celle de son université, et plus tard pour célébrer sa première promotion dans l'entreprise de marketing. Chaque fois, elle m'avait complimenté sur mon élégance, sur la fierté qu'elle avait de m'avoir pour mère. Maintenant, en lissant le tissu sur ma silhouette de 62 ans, je me demandais si ce serait la dernière fois que je m'habillerais pour ma fille. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre violente dispute au sujet de son budget de mariage. 65 000 $. C'est ce qu'Annie et son fiancé, Henri, avaient exigé que je contribue. Pas demander, exiger. Comme si l'argent de l'assurance vie de mon défunt mari, le pécule que j'avais soigneusement préservé pour ma retraite, était en quelque sorte leur droit de naissance. Maman, tu es égoïste, avait-elle dit, sa voix aussi tranchante que le vent d'hiver. Tu es assise sur tout cet argent pendant que nous essayons de commencer notre vie ensemble. Tu ne veux pas que je sois heureuse. J'avais essayé d'expliquer que le bonheur ne nécessitait pas du marbre italien importé pour une rénovation de salle de bain ou une lune de miel aux Maldives. J'avais offert 15 000 $, une somme généreuse qui couvrirait une belle cérémonie locale. Mais Annie m'avait regardé avec un tel mépris, un tel calcul, que je reconnaissais à peine la petite fille qui m'apportait des pissenlits en les appelant des fleurs de soleil. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin alors que je m'occupais de mon petit jardin derrière le duplex où j'avais déménagé après la mort d'Harold. La voix d'Annie était différente, plus douce, presque vulnérable. Maman, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Peut-être avons-nous toutes les deux été trop têtues. Pourrions-nous en parler autour d'un dîner? Je veux arranger les choses. Mon cœur s'était soulevé malgré moi. Peut-être que le silence entre nous lui avait donné le temps de réfléchir. Peut-être que le fait de devenir mère elle-même, elle en était à 3 mois, ça se voyait à peine, avait éveillé en elle quelque chose qui comprenait le sacrifice, qui comprenait le poids de protéger ce que l'on a construit. J'aimerais beaucoup, ma chérie, avais-je dit, planifiant déjà ce que j'allais cuisiner, ce que j'allais dire pour reconstruire le pont entre nous. En fait, Henri et moi pensions t'inviter dans un endroit sympa. Tu sais, ce restaurant italien sur Meridian Street, Franco's. Franco's, où Harold m'avait emmené pour notre 25e anniversaire, où les tables étaient intimes et l'éclairage assez tamisé pour cacher les larmes que je soupçonnais que nous verserions toutes les deux en nous retrouvant. Maintenant, alors que j'appliquais mon rouge à lèvres avec la main ferme d'une femme qui avait appris à paraître forte même quand elle se sentait fragile, je me suis permis un moment d'espoir. Peut-être que la grossesse d'Annie lui avait donné une nouvelle perspective. Peut-être avait-elle réalisé que la famille comptait plus que les mariages extravagants et les célébrations dignes des réseaux sociaux. Le trajet jusqu'à Franco's me fit traverser le quartier où j'avais élevé Annie et son frère aîné, Michael. Je suis passé devant l'école primaire où j'avais été bénévole à la bibliothèque, devant le parc où je l'avais poussé sur les balançoires jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Devant le centre communautaire où je lui avais appris à valser avant son premier bal. Chaque lieu semblait être une page d'un livre que je n'étais pas sûr de vouloir refermer. Franco's était exactement comme dans mes souvenirs. Une façade en briques chaudes, des jardinières débordant de chrysanthèmes de fin d'automne,
la douce lueur des bougies visible à travers des rideaux de gaz. J'ai vérifié ma montre. 18h30 précise. Annie avait toujours apprécié la ponctualité, un trait qu'elle avait hérité de son père. L'hôtesse, une jeune femme aux yeux bienveillants, me conduisit à une table dans un coin où Annie était déjà assise. Ma fille était radieuse comme seules les femmes enceintes peuvent l'être. Sa peau était lumineuse, ses cheveux sombres tombaient en vaguelages sur ses épaules. Elle portait une robe de créateur que je ne reconnaissais pas. Quelque chose qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en courses en 2 mois. Maman. Elle se leva pour m'étreindre. Et pendant un instant, en respirant son parfum familier, j'ai senti la vague d'amour maternel qui avait défini ma vie pendant 34 ans. Tu es magnifique, ma chérie. Je le pensais sincèrement. Quelles que soient nos différences, quelle que soit la douleur qui nous séparait, elle était toujours ma fille. Comment te sens-tu? Pas de nausée matinale. Mieux maintenant. Le 2e trimestre est censé être plus facile. Elle toucha son ventre d'un geste à la fois protecteur et possessif. Henri devrait arriver d'une minute à l'autre. Il a été retenu au bureau. Henri Smith, 36 ans, ambitieux, charmant quand il le voulait. Il travaillait pour une société immobilière commerciale et possédait ce genre de confiance qui vient d'une vie sans revers importants. J'avais essayé de l'apprécier, essayé de voir ce qu'Annie voyait en lui au-delà de ses costumes coûteux et de son dédain désinvolte pour quiconque qu'il jugeait moins réussi que lui. Je suis contente que tu aies appelé. Dis-je en m'installant sur ma chaise. Tu m'as manqué. Quelque chose traversa son visage. Était-ce de la culpabilité? Du regret? Mais avant que je puisse l'examiner davantage, Henri apparut à notre table, non pas seul, mais suivi de 3 hommes en costume sombre portant des mallettes. Madame Msekini, dit Henri, son sourire trop éclatant, trop étudié. Merci de vous joindre à nous. Les hommes prirent place autour de notre petite table, transformant notre dîner intime en ce qui ressemblait à une réunion d'affaires. Mon estomac se noua en reconnaissant la nature chorégraphiée de leur arrivée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était planifié. Annie, dis-je prudemment. Qui sont ces messieurs? Maman, ce sont des collègues d'Henri. Sa voix était ferme, mais elle évitait mon regard. Ils ont des documents qu'ils aimeraient que tu examines. L'un des hommes, aux cheveux argentés et avec le genre de sourire prédateur que j'avais appris à reconnaître durant mes années de secrétaire dans un cabinet d'avocats, se pencha en avant. Madame McKenna, je suis Richard Kirk, l'avocat d'Henri. Nous avons préparé des documents qui, nous le croyons, seront bénéfiques pour toutes les parties concernées. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je sentis la tension familière dans ma poitrine, celle que j'avais ressentie 3 semaines auparavant quand Annie avait formulé ses exigences. Mais cette fois, au lieu de la colère, je sentis quelque chose de plus froid. Quelque chose qui s'était accumulé pendant les semaines de silence. Quel genre de document, demandai-je, bien que je sache déjà que cette conversation se terminerait mal. Henri s'éclaircit la gorge. C'est vraiment très simple, Madame Msekini. Nous vous demandons de signer une procuration qui nous permettrait de gérer vos affaires financières. Compte tenu de votre âge et du fait que vous vivez seul maintenant, il est tout simplement logique que quelqu'un de plus jeune s'occupe de vos investissements, de vos décisions immobilières. Mon âge, répétai-je doucement. J'ai 62 ans, Henri. Pas 92. Bien sûr, dit-il, d'un ton condescendant. Mais vous devez admettre que ces choses sont complexes. Les marchés immobiliers, les portefeuilles d'investissement. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir à vous soucier. Je regardai Annie, attendant qu'elle parle, qu'elle explique, qu'elle montre un signe que cette embuscade n'était pas son idée. Mais elle restait silencieuse, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la table. L'avocat poussa un dossier mani sur la table. Si vous pouviez juste signer ici, et parapher là, nous pouvons tout régler ce soir. J'ouvris le dossier, bien que je sache déjà ce que j'y trouverais. Des documents de procuration qui donneraient à Henri et Annie le contrôle sur mes comptes bancaires, ma maison, mes polices d'assurance, tout ce pourquoi Harold et moi avions travaillé pendant 40 ans. Et si je ne signe pas, demandai-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. Annie leva enfin les yeux, et l'expression dans son regard était une que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, définitive. Alors tu ne verras pas ton petit-fils grandir, dit-elle simplement. C'est ton choix, maman.
Mais je pense que tu devrais savoir qu'Henri et moi avons parlé à un avocat des droits des grands-parents. Apparemment, ils sont assez limités, surtout lorsque le grand-parent a montré une tendance à être difficile. Le restaurant semblait s'effacer autour de moi. La douce musique de jazz, le tintement des verres, le murmure des autres convives, tout devint un bruit de fond. Je fixais ma fille, cette femme que j'avais portée pendant 9 mois, soignée pendant les maladies de l'enfance, célébrée à chaque étape importante, et j'essayais de comprendre quand exactement elle était devenue une étrangère. Je vois, dis-je doucement. Je plongeai la main dans mon sac à main, dépassant mon portefeuille, mes lunettes de lecture, la petite photo d'Annie et Michael que je portais depuis des années. Mes doigts trouvèrent mon téléphone, et je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro dont j'avais besoin. Maman. La voix d'Annie avait maintenant une note d'incertitude. Qu'est-ce que tu fais? J'appuyai sur le bouton d'appel et attendis que la voix familière réponde. Allô, Michael. C'est maman. J'ai besoin que tu viennes au restaurant Franco-S sur Meridian Street maintenant. Oui, je sais qu'il est tard. Je sais que tu travailles demain matin. Viens, c'est tout. Je mis fin à l'appel et posai soigneusement le téléphone sur la table à côté du dossier manille. Je pense, dis-je, en regardant Annie droit dans les yeux, qu'avant de signer quoi que ce soit, quelqu'un veut dire quelques mots. Le silence qui suivit s'étira comme un fil tendu. Henri s'agita sur son siège, sa façade assurée se fissurant légèrement sur les bords. Les 3 avocats échangèrent des regards, le genre de regard que des prédateurs chevronnés partagent lorsque leur proie ne se comporte pas comme prévu. Maman, dit Annie, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle avait perfectionné à l'adolescence. Il n'est pas nécessaire d'impliquer Michael là-dedans. C'est entre nous. Vraiment? Je croisai les mains sur mes genoux, surprise de leur fermeté. Parce qu'il me semble que lorsque tu amènes 3 avocats à ce que tu as appelé un dîner de réconciliation, tu as déjà impliqué pas mal de monde. Richard Kirk s'éclaircit la gorge. Madame Msekini. Peut-être devrions-nous discuter de cela plus en privé. Les affaires de famille peuvent être chargées d'émotions. Ah oui? Je le regardai droit dans les yeux. Comme c'est attentionné de votre part de le remarquer. 23 minutes. C'est le temps qu'il faudrait à Michael pour venir de son appartement en Ville-Sile avec tous les feux verts. 23 minutes pendant lesquelles je devais naviguer dans ce champ de mines sans marcher sur les explosifs que ma fille avait si soigneusement placés. Henri se pencha en avant, son sourire de vendeur fermement en place. Écoutez, Madame Msekini. Annie. Puis-je vous appeler Annie? Nous allons bientôt être de la même famille. Vous pouvez m'appeler Madame Msekini. Son sourire vacilla un instant. Bien sûr, Madame Msekini. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous n'essayons pas de vous prendre quoi que ce soit. Nous voulons juste vous aider à gérer vos actifs plus efficacement. Vous savez, maximiser vos rendements, vous assurer que vous êtes bien positionné pour la retraite. Je vois. Et combien me coûterait cette aide? Je vous demande pardon? Votre aide pour gérer mes actifs. Quels sont vos honoraires? Les avocats s'agitèrent comme des vautours sentant la faiblesse, mais ce n'était pas moi qui étais faible. La mâchoire d'Henri se contracta presque imperceptiblement. Il y aurait quelques frais administratifs, naturellement, mais il s'agit vraiment de la famille, de s'assurer qu'Annie et le bébé sont en sécurité. Le bébé? Je me tournai vers ma fille qui étudiait ses ongles manucurés avec une intensité soudaine. Dis-moi, Annie, quand exactement as-tu commencé à planifier cette soirée? Maman, je ne sais pas ce que tu veux dire. Quand as-tu appelé les amis avocats d'Henri? Avant ou après m'avoir appelé pour une réconciliation? Elle leva le menton, et je reconnus l'entêtement d'Harold, tordu en quelque chose que je ne connaissais pas. Est-ce que ça a de l'importance? Ça en a pour moi. Très bien. Le mot sortit sec, cassant. Nous discutons des options depuis des semaines. Depuis que tu as clairement fait savoir que tu ne te souciais pas de mon bonheur ou de mon avenir. Des options. Je goûtai le mot, le trouvai amer. C'est comme ça qu'on appelle l'extorsion maintenant. Ce n'est pas de l'extorsion. La voix d'Annie monta, attirant les regards des tables voisines. C'est la famille. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Ce que les familles font, dis-je doucement, c'est se soutenir les unes les autres sans avocat ni ultimatum. L'un des avocats anonymes, plus jeune que Kirk, avec une énergie nerveuse qui suggérait qu'il était nouveau dans ce genre de travail, se pencha en avant.
Madame Msekini, si je puis me permettre, vous devriez savoir que les droits des grands-parents dans cet État sont assez limités. Si votre fille choisit de restreindre l'accès à son enfant, votre recours légal serait. Excusez-moi. La voix venait de derrière moi, familière et chaleureuse. Michael se tenait à côté de notre table, portant encore sa blouse d'hôpital, ses cheveux sombres ébouriffés par ce qui avait manifestement été un trajet précipité. À 37 ans, mon fils avait hérité de la présence stable de son père et des yeux perçants de sa grand-mère qui ne manquait rien. Je suis le docteur Johnson, dit-il à la table en général, bien que son regard s'attardât sur Henry. Je crois que tu m'as appelé, maman. En effet. Je désignais une chaise vide que l'hôtesse avait rapidement apportée. Michael, j'aimerais te présenter les collègues de ta sœur. Les yeux de Michael balayèrent la table, observant les avocats, le dossier manille, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. En tant que médecin urgentiste, il avait appris à évaluer rapidement les situations, et je le regardais cataloguer chaque détail avec la précision qui avait fait de lui l'un des plus jeunes chefs de service de l'hôpital méthodiste. Des collègues, répéta-t-il, je vois. Et ils sont. Henry se leva, tendant la main. Henry Smith, le fiancé de votre sœur. Ce sont quelques-uns de mes associés. Nous discutions juste de planification financière avec votre mère. Michael serra brièvement la main d'Henry, puis s'assit sans un regard pour les avocats. Planification financière chez Franco S un mardi soir avec Annie enceinte de 3 mois. Il regarda sa sœur. Comment te sens-tu, au fait? Des complications? Je vais bien, dit Annie, mais sa voix était plus faible maintenant, moins assurée. Bien. C'est bien. Michael prit le dossier manille, le feuilleta avec l'expertise désinvolte de quelqu'un qui avait vu beaucoup de documents juridiques. Procuration. Intéressant. Maman, as-tu demandé de l'aide pour gérer tes finances? Non. Il referma le dossier, le mit de côté. Henry, Annie, messieurs, pourriez-vous me laisser un moment seul avec ma mère? Attendez une minute, commença Henry, mais la voix de Michael trancha son objection comme un scalpel. Je ne demande pas, quelque chose dans le ton de mon fils, la même autorité qu'il utilisait avec des patients difficiles ou des familles peu coopératives aux urgences, fit que les avocats s'agitèrent inconfortablement. Henry chercha du soutien auprès d'Annie, mais elle fixait à nouveau ses mains. Nous serons juste là-bas, dit Richard Kirk, en désignant le bar. Madame Msekini, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision hâtive. Après qu'il se soit éloigné, Michael se pencha en avant, baissant la voix. Maman, parle-moi. Que se passe-t-il vraiment? Pour la première fois de la soirée, je sentis les larmes monter. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de reconnaissance, de savoir qu'au moins un de mes enfants me voyait encore comme une personne plutôt qu'une ressource à gérer. Ils veulent que je signe une procuration, dis-je. Annie dit que si je ne le fais pas, je ne verrai pas mon petit enfant. Michael resta silencieux un long moment, ses doigts tambourinant contre la table à un rythme que je me rappelais de son enfance. Quelque chose qu'il faisait quand il réfléchissait intensément, résolvant un problème complexe. Combien t'ont-ils demandé à l'origine pour le mariage? 65 000 $. Il siffla doucement. Et tu as offert 15 000, ce qui est généreux. Plus que généreux. Il jeta un coup d'œil vers le bar où Henry gesticulait en direction des avocats, expliquant probablement pourquoi cette réunion de famille ne se déroulait pas comme prévu. Maman, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. As-tu des problèmes? Des problèmes de mémoire, de la confusion, quoi que ce soit qui pourrait leur faire penser que tu as besoin d'aide pour gérer tes affaires? J'ai failli rire, sauf que rien dans cette situation n'était drôle. Michael, le mois dernier, j'ai équilibré mon chéquier au centime près, renégocié mon assurance auto pour économiser 200 $ par an, et trouvé une erreur dans mon évaluation de l'impôt foncier qui m'a fait économiser 800 $. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a besoin de gestion financière? Non, pas du tout. Sa mâchoire se serra d'une manière qui me rappelait Harold quand il était vraiment en colère. Pas le flash rapide d'irritation, mais la fureur profonde et froide qui venait du témoignage d'une véritable injustice. Ça ressemble à quelqu'un qui a si bien appris à son fils à gérer l'argent qu'il a obtenu son diplôme de médecine avec un minimum de dettes. Tu as travaillé pour ça. J'ai travaillé pour ça parce que tu m'as appris la valeur du travail. Tu m'as montré comment sacrifier pour ce qui compte. Il regarda vers Annie,
qui nous observait de l'autre côté du restaurant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Que lui est-il arrivé, maman? Quand est-elle devenue cette personne? C'était la question que je me posais depuis des mois, peut-être des années. Quand l'ambition de ma fille s'était-elle aigrie en droit acquis? Quand ses rêves étaient-ils devenus des exigences? Quand son amour était-il devenu conditionnel à ce que je pouvais fournir plutôt qu'à qui j'étais? Je ne sais pas, admis-je. Peut-être que je l'ai trop protégé. Peut-être que je lui ai rendu les choses trop faciles. Ou peut-être qu'Henri lui est arrivé. Je suivis son regard vers l'endroit où le fiancé de ma fille était maintenant au téléphone. Sa voix animée, sa main libre fendant l'air de gestes vifs. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir le calcul dans sa posture. La façon dont il se positionnait pour attirer l'attention. Tu penses qu'il est derrière tout ça? Je pense que c'est un homme qui voit une opportunité. Michael tendit la main sur la table, couvrit la mienne de la sienne. Mais je pense aussi qu'Annie a 34 ans et qu'elle est responsable de ses propres choix. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Avant que je puisse répondre, Henri revenait d'un pas décidé vers notre table, les avocats le suivant comme une meute bien habillée. Annie suivait plus lentement, une main posée sur son ventre dans un geste qui était soit protecteur, soit théâtral. Je ne pouvais plus faire la différence. Je suis désolé d'interrompre, dit Henri, sans avoir l'air désolé du tout. Mais nous avons un calendrier à respecter. Le mariage est dans 3 mois, et il y a des fournisseurs qui ont besoin d'acompte, des lieux qui doivent être réservés. Bien sûr, dis-je en me levant lentement. Le calendrier. Comme c'est attentionné de votre part de le mentionner. Je pris mon sac à main, m'assurant que mon téléphone était facilement accessible. Autour de nous, le restaurant bourdonnait des conversations tranquilles de couples partageant du vin, de familles célébrant des anniversaires, d'amis se retrouvant autour de pâtes. Des gens normaux vivant des vies normales, ignorant qu'à la table 12, une famille était disséquée avec une précision chirurgicale. J'ai pris ma décision, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Le visage d'Annie se figea. Et je souris. Le même sourire que j'avais arboré lors des réunions de parents d'élèves face à des enseignants qui sous-estimaient les enfants des autres. Le même sourire que j'avais perfectionné pendant 40 ans de mariage avec un homme qui testait parfois ma patience, mais jamais ma loyauté. Je signerai, dis-je. Le soulagement qui submergea le visage d'Henri était presque comique. Richard Kirk sourit même. Annie aussi semblait se détendre, ses épaules s'affaissant légèrement. Mais d'abord, continuai-je en attrapant mon téléphone. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelques mots. Je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que j'avais ajouté il y a seulement 2 semaines, une précaution que j'avais prise après le premier ultimatum d'Annie. Quand l'intuition d'une mère avait murmuré que ce dîner de réconciliation pourrait être tout sauf réconciliateur. Louise, dis-je quand la voix familière répondit, c'est Annie Msekini. Oui, je sais qu'il est tard. Pourriez-vous venir au restaurant Franco-Est sur Meridian Street? Apportez les documents dont nous avons discuté. L'expression d'Henri passa du soulagement à la confusion, puis à quelque chose approchant l'alarme. Qui est Louise? Je posai soigneusement le téléphone, notant comment le simple fait de passer un appel pouvait changer toute l'énergie d'une pièce. Les avocats chuchotaient entre eux maintenant, et Annie regardait entre Henri et moi avec une inquiétude croissante. Louise Calle, dis-je agréablement. Mon avocate. Le silence qui suivit était différent d'avant, plus lourd, plus dangereux. Le sourire prédateur de Richard Kirk avait entièrement disparu, remplacé par la concentration aiguë d'un chasseur qui réalisait soudain qu'il pourrait être la proie. Votre avocate, répéta lentement Henri. Quand avez-vous engagé une avocate? Le jour même où vous avez commencé à interroger mes voisins sur mon état mental, répondis-je en observant attentivement son visage. Pensiez-vous vraiment que Madame Anderson ne mentionnerait pas qu'un gentil jeune homme s'était arrêté pour demander si je me comportais bizarrement dernièrement? Si j'oubliais des choses, si je prenais de mauvaises décisions. Le visage d'Annie devint pâle. Maman, nous n'avons jamais. Jamais quoi, ma chérie? Jamais demandé à Henri de conduire dans mon quartier en prenant des photos de ma maison. Jamais demandé à mon facteur si je payais mes factures à temps. Je gardais une voix conversationnelle, presque maternelle. Jamais demandé à son ami de l'agence immobilière de faire des comparaisons sur ma propriété pour voir à combien elle pourrait se vendre? Michael se pencha en arrière sur sa chaise, et je pouvais le voir assembler les pièces du puzzle avec les compétences d'évaluation rapide qui faisaient de lui un bon médecin.
Bon sang, Annie, depuis combien de temps préparez-vous ça? Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? J'ouvris mon sac à main et en sortis une petite enveloppe manille. Parce que je pense que c'est exactement ce que ça semble être. Une tentative systématique d'établir des motifs pour prétendre que je suis incompétente pour gérer mes propres affaires. Je répandis le contenu de l'enveloppe sur la table. Des photographies de ma maison prises par Henri, des courriels imprimés entre lui et un détective privé, des copies des demandes qu'il avait faites concernant mes dossiers médicaux, mes habitudes bancaires, mes routines quotidiennes. Louise a été très minutieuse, expliquai-je alors que les avocats examinaient les documents avec un malaise croissant. C'est incroyable ce que les gens racontent à un détective privé, n'est-ce pas? Surtout quand ce détective ressemble à la gentille grand-mère de quelqu'un. Le plus jeune avocat, le nerveux, transpirait maintenant. Madame Msekini, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu sur les intentions de notre client. Oh, je comprends parfaitement les intentions. Je rassemblai les papiers en une pile nette. La question est de savoir si vous, messieurs, avez compris ce qu'on vous demandait de faire. Louise arriva exactement 12 minutes plus tard, traversant Francoès avec l'énergie déterminée d'une femme qui avait passé 30 ans à pratiquer le droit de la famille et avait vu toutes les variations de la cupidité et de la manipulation humaine. À 70 ans, elle était petite, les cheveux argentés, avec le genre d'intelligence vive qui faisait que les avocats adverses la sous-estimaient à leurs risques et périls. Annie, dit-elle chaleureusement en s'installant sur la chaise que Michael avait trouvée. Et voici votre fille, je présume. Le contraste fut immédiat et dévastateur. Là où j'avais été isolé à cette table, entouré de prédateurs, la présence de Louise changea complètement l'équilibre. Soudain, Henri et ses avocats étaient en infériorité numérique face à des gens qui comprenaient réellement la loi. Messieurs, dit Louise, observant le groupe avec l'évaluation clinique d'un chirurgien examinant une tumeur particulièrement intéressante. Je crois que vous avez des documents que vous aimeriez que Madame Msekini signe. Richard Kirk s'éclaircit la gorge. C'est vraiment une affaire de famille, Madame Kahl. Louise, de Kahl, Peterson et associés. Et vous avez tout à fait raison. C'est une affaire de famille, c'est pourquoi je suis ici pour m'assurer que les relations familiales de Madame Msekini ne sont pas exploitées à des fins financières. Elle ouvrit sa propre mallette, en sortant un dossier épais. Maintenant, avant de discuter de toute procuration, je pense que vous devriez voir ce que Madame Msekini a déjà mis en place. Les papiers qu'elle étala sur la table étaient impeccables, officiels, portant le sceau du palais de justice du comté. Alors qu'Henri se penchait pour les lire, je vis son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose approchant la panique. Fiducie irrévocable, expliqua Louise d'un ton conversationnel. Établie il y a 2 semaines. Les actifs de Madame Msekini, sa maison, ses comptes d'investissement, ses polices d'assurance vie, tout a été transféré à la fiducie familiale Annie Msekini. C'est. Commença Henri, puis s'arrêta, ses connaissances juridiques étant apparemment insuffisantes pour la situation dans laquelle il se trouvait. C'est quoi, mon cher, demanda doucement Louise. La fiducie, dit lentement Annie en lisant par-dessus l'épaule d'Henri. Il est dit que les bénéficiaires sont vos enfants. Je terminai, nés et à naître, avec Michael comme fiduciaire jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans. Les implications frappèrent Henri comme un coup de poing. Je pouvais le voir calculer, recalculer, essayant de trouver un angle qui lui donnerait encore accès à l'argent sur lequel il comptait. Mais qu'en est-il du mariage, exigea-t-il. Et de nos dépenses? Et alors, demanda Louise. La fiducie pourvoit aux frais d'éducation, aux soins médicaux et aux frais de subsistance raisonnables des bénéficiaires. Je ne vois pas en quoi une rénovation de salle de bain en marbre italien peut être considérée comme l'un de ces éléments. C'est ridicule, dit Henri, son sang-froid finissant par craquer. Annie, dis-leur. Dis-leur que nous avions un accord. Vraiment, demanda Michael à sa sœur calmement. Aviez-vous un accord ou aviez-vous des exigences soutenues par des menaces? Annie regarda autour de la table le visage en colère d'Henri, les avocats qui calculaient déjà comment se distancier de ce gâchis, l'expression déçue de Michael, le calme professionnel de Louise. Finalement, son regard se posa sur moi. Je suis enceinte, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Nous avons besoin de sécurité. Nous devons savoir que notre enfant sera pris en charge. Ton enfant sera pris en charge, dis-je doucement. Mieux que tu ne peux l'imaginer. La fiducie paiera pour la meilleure éducation,
les meilleurs soins médicaux, toutes les opportunités qu'un grand-parent pourrait vouloir donner. Mais Henri n'aura pas accès à un centime. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Henri, sa voix s'élevant. Annie est votre fille. Vous ne pouvez pas la déshériter pour un mariage. Je ne la déshérite de rien, répondis-je. Je protège son héritage de vous. Louise sourit, le genre de sourire qui avait probablement terrifié les avocats adverses pendant 3 décennies. Monsieur Smith, peut-être aimeriez-vous appeler votre propre avocat, car je pense que vous pourriez avoir besoin de conseils juridiques indépendants sur les implications de ce que nous avons découvert concernant votre enquête prénuptiale sur la mère de votre fiancé. La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Henri se tourna vers Richard Kirk pour obtenir du soutien, mais l'avocat plus âgé rassemblait déjà ses papiers. Je pense, dit Kirk prudemment, que nous avons peut-être agi sur la base de certains malentendus quant à la nature de cette situation. Il serait peut-être préférable de reporter toute signature de documents jusqu'à ce que chacun ait eu le temps de consulter son conseil respectif. Excellente idée, acquiesça Louise. Madame Msekini, allons-nous-en. Je pense que vous avez accompli ce pourquoi vous êtes venu ici. Je me levai lentement, prenant mon temps, laissant le poids de ce qui venait de se passer s'installer sur la table comme la poussière après une explosion. Annie pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui auraient pu être un chagrin sincère ou une manipulation calculée. Je découvris que je ne me souciais plus de savoir laquelle c'était. Annie, dis-je doucement, et elle leva les yeux avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation sur ce bébé, sur ton avenir, sur ce que la famille signifie vraiment, appelle-moi. Mais appelle-moi seul. Je me tournai vers Henri, qui fixait les documents de la fiducie comme s'il pouvait en changer le contenu par la seule force de sa volonté. Quant à vous, dis-je, ma voix portant l'autorité d'une femme qui avait passé 62 ans à apprendre à reconnaître les prédateurs. Restez loin de ma famille. Restez loin de ma maison. Et si j'entends que vous avez fait une autre enquête sur ma compétence ou mes finances, Louise et moi aurons une conversation très différente sur le harcèlement et la maltraitance des personnes âgées. Michael se leva également, sortant de l'argent de son portefeuille pour couvrir les boissons qui avaient été commandées. Annie, dit-il à sa sœur, tu es la bienvenue chez moi si tu as besoin d'un endroit pour réfléchir, mais tu viens seule et tu laisses les manigances financières à la porte. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, je pouvais entendre la voix d'Henri s'élever derrière nous, se disputant avec les avocats, avec Annie, avec quiconque voulait bien l'écouter sur l'équité, les droits et l'injustice de tout cela. Le son nous suivit jusqu'à l'air frais du soir où il fut absorbé par la vaste indifférence de l'univers. « Comment vous sentez-vous » demanda Louise alors que nous nous tenions sur le trottoir devant Franco-S. J'ai réfléchi attentivement à la question. À l'intérieur du restaurant, ma fille essayait probablement de sauver sa relation avec un homme qu'il avait vu principalement comme un moyen d'accéder à de l'argent facile. À l'intérieur, Henri apprenait qu'il y avait encore des femmes dans le monde qui ne pouvaient être ni intimidées ni manipulées pour abandonner ce qu'elles avaient construit. Libre, dis-je finalement. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Louise hocha la tête avec approbation. Bien. Maintenant vient la partie difficile, qui est de décider ce que vous voulez construire avec cette liberté. 3 semaines plus tard, je me tenais dans ma cuisine, préparant du café pour 2, regardant le soleil du matin peindre des motifs géométriques sur le sol en linoléum qu'Harold et moi avions installé il y a 23 ans. La maison semblait différente maintenant, pas vide, mais paisible. C'était une distinction que je commençais seulement à comprendre. La sonnette retentit à 9 heures précises. J'en étais venu à apprécier encore plus la ponctualité depuis Franco-S, depuis que j'avais appris la valeur des gens qui disaient ce qu'ils pensaient et faisaient ce qu'ils promettaient. Pile à l'heure, dis-je en ouvrant la porte pour trouver Janet Water tenant un plat à gratin couvert et arborant le genre de sourire qui suggérait qu'elle avait des nouvelles à partager. J'ai apporté le pain de maïs de ma grand-mère, dit Janet en s'installant sur la chaise de cuisine qui était devenue la sienne au fil des semaines. Et j'ai entendu quelque chose d'intéressant à l'épicerie hier. Janet était apparue dans ma vie comme un petit miracle déguisé en coïncidence. 2 jours après le dîner chez Franco-S, elle avait frappé à ma porte, se présentant comme ma nouvelle voisine, une veuve récente qui avait déménagé dans le duplex d'à accent grave côté après 45 ans dans la maison où elle avait élevé 4 enfants. À 67 ans, Janet était mince et énergique, avec des cheveux argentés coupés en un carré pratique et le genre de regard direct qui suggérait qu'elle avait assez vu de la vie pour savoir ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Plus important encore, elle avait le don d'écouter sans juger et une immunité totale au drame des autres.
quel genre d'intéressant, demandai-je en versant du café dans les tasses que nous avions choisies ensemble au magasin d'antiquités du centre-ville, dans le cadre de ce que Janet appelait mon « projet de réappropriation ». Henry Smith était à la banque hier, dit-elle en acceptant sa tasse avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui appréciait une bonne histoire. Apparemment, il était très contrarié par le gel de certains comptes. Je m'assis en face d'elle, notant à quel point cela semblait naturel, d'avoir quelqu'un avec qui partager un café, quelqu'un qui comprenait que les commérages pouvaient être une forme de justice lorsqu'ils exposaient les bonnes vérités aux bonnes personnes. Des comptes gelés. Il semble que son associé ait découvert des irrégularités dans leur compte séquestre. Quelque chose à propos de dépôts de clients utilisés pour des dépenses personnelles. Les yeux de Janet pétillaient du plaisir particulier que l'on éprouve en voyant le karma agir avec une précision efficace. On dit qu'il pourrait faire face à des difficultés professionnelles. J'ai absorbé cette information avec la neutralité prudente que j'avais perfectionnée au cours du dernier mois. Depuis Frank OS, j'avais appris que la vengeance était plus satisfaisante lorsqu'elle était servie par quelqu'un d'autre que soi-même. Quand l'univers s'ajustait simplement pour refléter les conséquences naturelles de mauvais choix. Et Annie, demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre la réponse. Elle magasinait des robes de mariée dans les magasins d'usine de Greenville. Apparemment, la rénovation de la salle de bain en marbre italien a été reportée indéfiniment. Nous restâmes assis en silence confortable un moment, buvant notre café et écoutant les bruits de notre quartier s'éveiller. Des enfants marchant vers l'école, des voitures qui démarrent, le rythme familier de la vie ordinaire qui continue malgré les petits drames qui la perturbent occasionnellement. « As-tu eu des nouvelles de Michael » demanda Janet. « Hier. Il a dit qu'Annie l'avait appelé pour lui demander s'il pensait qu'elle faisait une erreur. Je posai ma tasse avec précaution. Il lui a dit que c'était une question à laquelle seule elle pouvait répondre. Garçon intelligent. Homme intelligent, corrigeai-je. Il tient ça de son père. Le téléphone sonna et je sentis la tension familière dans ma poitrine qui était devenue la réponse automatique de mon corps aux appels inattendus. Mais lorsque je vérifiai l'afficheur, il montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, un indicatif régional local, mais pas un de mes contacts. Madame Msekini? La voix était jeune, féminine, nerveuse. C'est Diana Reed du centre communautaire de Méridian. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? Eh bien, cela pourrait sembler étrange, mais nous avons entendu parler de votre situation par Louise Kahl. Elle a mentionné que vous pourriez être intéressé par des opportunités de bénévolat. Je regardais Janet, qui écoutait avec l'attention polie de quelqu'un qui avait appris que les appels téléphoniques des autres contenaient souvent des informations intéressantes. Quel genre d'opportunité? Nous avons un programme pour les personnes âgées qui font face à l'exploitation financière. Des personnes dont les familles ou les soignants tentent de profiter d'eux. Louise a pensé que vous pourriez être particulièrement qualifié pour aider. L'ironie ne m'échappa pas, ma propre crise familiale pourrait devenir le fondement pour aider d'autres à traverser des trahisons similaires. Mais il y avait quelque chose d'attrayant dans cette idée. Quelque chose qui ressemblait à transformer le poison en remède. Dites-moi plus, dis-je. Pendant les 20 minutes suivantes, Diana expliqua le programme. Des aînés aidant des aînés, partageant des stratégies pour reconnaître la manipulation, des ressources pour la protection juridique, un soutien émotionnel pour ceux qui avaient été trahis par les personnes en qui ils avaient le plus confiance. C'était à la fois un groupe de soutien, une organisation de défense des droits et un système d'alerte précoce pour une communauté de plus en plus ciblée par des escrocs sophistiqués, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Nous nous réunissons le mardi soir à 19h, conclut Diana. Très informel, café et conversation principalement, mais nous avons aidé pas mal de gens à éviter des situations comme, eh bien, comme ce que Louise a décrit. J'y réfléchirai, dis-je. Bien que j'y réfléchissais déjà, m'imaginant déjà dans une pièce pleine de gens qui comprenaient la douleur particulière d'être considérés comme une ressource plutôt que comme une personne. Après avoir raccroché, Janet me regardait avec l'expression de quelqu'un qui avait reconnu quelque chose d'important. « Tu vas le faire, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Probablement. Bien. Tu as besoin de quelque chose qui t'appartienne, quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être la mère ou la grand-mère de quelqu'un, ou une victime potentielle. C'était exactement la bonne chose à dire. Livrée avec la sagesse pragmatique qui avait fait de Janet un cadeau si inattendu dans ma vie. Elle comprenait la transformation non pas comme une réinvention spectaculaire,
mais comme une réappropriation progressive de l'espace qui vous avait toujours appartenu. L'après-midi apporta un autre appel. Celui-ci de Michael. Maman, je voulais te prévenir. Annie a posé des questions sur la fiducie, plus précisément pour savoir s'il y avait des moyens de la modifier. Et je lui ai dit qu'irrévocable signifie irrévocable, mais elle semble penser qu'il pourrait y avoir des failles. Elle a mentionné quelque chose à propos d'une influence indue, comme quoi Louise t'aurait poussé à prendre des décisions que tu n'aurais peut-être pas prises autrement. Je sentis une agitation familière de colère, mais elle était différente maintenant. Plus nette, plus ciblée. Pas la rage impuissante de quelqu'un qui est attaqué, mais l'irritation déterminée de quelqu'un dont les limites sont mises à l'épreuve. Laisse-moi deviner, dis-je. L'idée d'Henri, probablement. Mais maman, c'est elle qui passe les appels. C'est elle qui a choisi de poursuivre cela. Je sais. Et je le savais, enfin et complètement. Annie était une adulte qui avait fait des choix d'adulte, et ces choix avaient des conséquences qui allaient au-delà des budgets de mariage et des rénovations de salles de bain. Il y a autre chose, dit Michael prudemment. Elle a demandé si je pensais que tu changerais d'avis si elle rompait ses fiançailles. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que les décisions motivées par l'argent mènent rarement au bonheur, mais que sa relation avec Henri n'était pas vraiment mes affaires. Il marqua une pause. Je lui ai aussi dit que si elle voulait arranger les choses avec toi, cela devrait commencer par une conversation honnête sur ce qu'elle avait fait et pourquoi elle l'avait fait. Et elle m'a raccroché au nez. J'absorbais cette information avec la même acceptation calme que j'avais apportée à chaque révélation du mois passé. Chaque preuve qu'Annie avait choisi Henri, choisi l'argent, choisi la manipulation plutôt que la famille, confirmait simplement ce que je savais déjà. Que ma fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et que me protéger de ses choix n'était pas de la cruauté, mais une nécessité. Michael, dis-je, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive avec Annie, ça ne change rien entre nous. Tu es un homme bon et un bon fils, et je suis fier de la vie que tu as construite. Maman, sa voix était chargée d'émotion. Je n'arrête pas de penser que je devrais être capable de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Faire de la médiation. Trouver un terrain d'entente. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, mon chéri. Certaines choses ne peuvent qu'être acceptées. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison lentement, la regardant avec de nouveaux yeux. Le salon, où Annie avait joué avec des poupées et plus tard amené des petits amis pour mon approbation. La cuisine où je lui avais appris à faire de la pâte à tarte et où elle avait plus tard annoncé ses fiançailles avec Henri. Le couloir bordé de photos de famille qui semblaient soudainement être la documentation d'une histoire qui était terminée. Mais les fins, j'apprenais, étaient aussi des débuts. Demain, j'appellerai Diana Reed et je me porterai volontaire pour le programme du centre communautaire. La semaine prochaine, Janet et moi allions à Nashville pour visiter le musée qu'elle voulait voir depuis la mort de son mari. Le mois prochain, Louise et moi nous rencontrions pour discuter de la création d'un programme d'éducation financière pour les femmes de mon âge qui n'avaient jamais géré d'argent de manière indépendante. L'avenir s'étendait devant moi comme une route inexplorée. Et pour la première fois depuis des années, j'étais sincèrement curieuse de savoir où elle pourrait me mener. Il y aurait d'autres dîners, d'autres conversations, d'autres occasions de choisir la dignité plutôt que le désespoir, la sagesse plutôt que les vœux pieux. La robe bordeaux était toujours suspendue dans ma penderie, mais j'imaginais déjà d'autres vêtements, d'autres occasions, d'autres versions de moi-même que je n'avais pas encore découvertes. La femme qui était entrée chez Franco S il y a 3 semaines avait été la victime de quelqu'un. La femme qui en était sortie était quelque chose de bien plus dangereux pour des gens comme Henri Smith. C'était quelqu'un d'inébranlable. 6 mois après Franco S, je me tenais dans la salle principale du centre communautaire, regardant 12 femmes et 3 hommes disposer des chaises pliantes en cercle. À 72 ans, Maxine Makowski se déplaçait avec l'énergie déterminée de quelqu'un qui avait passé ses années de retraite à découvrir que l'âge n'était qu'un autre défi à surmonter. Rosa Pratt-Kelly, à peine 60 ans, mais portant l'épuisement de quelqu'un qui luttait contre la dépendance au jeu de son fils depuis des années, plaça soigneusement des mouchoirs sur la petite table au centre de notre cercle. Un geste pratique qui reconnaissait les larmes qui accompagnaient souvent nos réunions du mardi soir. Annie est en avance ce soir, murmura Janet en s'installant sur la chaise à côté de la mienne. Elle avait commencé à assister aux réunions 3 semaines après moi, prétendant vouloir apprendre à repérer les signes avant-coureurs de l'exploitation financière. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était me soutenir. Mais Janet avait le don de faire passer l'altruisme pratique pour de la simple curiosité.
Je suivis son regard vers l'endroit où une nouvelle femme était assise avec incertitude près de la porte, serrant un sac à main comme un bouclier. Elle avait peut-être 55 ans, bien habillée de la manière soignée de quelqu'un qui avait autrefois eu de l'argent et apprenait maintenant à s'habiller avec un budget. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais je pouvais voir les signes révélateurs de stress dans la façon dont elle tenait ses épaules, le léger tremblement de ses mains. Première fois, dis-je, reconnaissant la sorte particulière de dignité traumatisée qui accompagnait les gens à leur première réunion. Je lui parlerai après. Les 6 derniers mois m'avaient appris qu'il y avait autant de façons d'être exploité financièrement qu'il y avait de familles prêtes à rationaliser le vol comme de l'amour. J'avais entendu des histoires qui rendaient les demandes d'Annie presque pittoresques. Des enfants qui avaient falsifié la signature de leurs parents sur des hypothèques inversées. Des petits-enfants qui avaient utilisé les cartes de crédit de leurs grands-parents pour financer leur toxicomanie. Des conjoints qui avaient systématiquement vidé les comptes joints pendant que leurs partenaires luttaient contre la maladie. Mais j'avais aussi été témoin de rétablissements qui prouvaient que la capacité humaine à se reconstruire était bien plus forte que la capacité à détruire. Louise était devenue une sorte de légende dans notre groupe, ayant aidé 17 personnes à établir des fiducies de protection, à poursuivre 2 cas de maltraitance de personnes âgées et à récupérer près de 200 000 $ d'actifs volés. Bonsoir à tous, dis-je, ouvrant la réunion avec l'autorité naturelle que j'avais découverte en moi au cours des derniers mois. Pour nos nouveaux venus, je suis Annie Msekini et voici notre rassemblement hebdomadaire pour les personnes qui ont subi une exploitation financière de la part de membres de leur famille. Les mots portaient encore une piqûre, mais c'était la douleur nette d'une blessure en cours de guérison plutôt que l'agonie infectée d'une trahison fraîche. J'avais appris à m'approprier mon histoire, à la raconter sans honte, à l'utiliser comme un outil pour aider les autres à reconnaître leurs propres valeurs. Ce soir, nous allons parler de ce qui vient après, continuai-je. Après vous être protégé, après avoir fixé des limites, après avoir arrêté la menace immédiate, que se passe-t-il ensuite? C'était une question à laquelle je pouvais enfin répondre avec autorité, car je l'avais vécu. Les suites immédiates de Franco S avaient consisté en un contrôle des dégâts et une protection juridique. Mais le vrai travail avait été plus silencieux, plus personnel, apprendre à faire de nouveau confiance à mon propre jugement, reconstruire les relations qui comptaient, découvrir qui j'étais quand je ne me défendais pas contre une attaque. Pour moi, dit Edith Chase, un ancien enseignant de 78 ans dont la fille avait systématiquement vidé son compte de retraite, ce qui est venu ensuite, c'est de réaliser que je pouvais vivre seul et aimer ça. Des hochements de tête dans le cercle. L'indépendance était un thème commun dans notre groupe. Pas l'isolement féroce qui vient du fait d'avoir été blessé, mais la solitude satisfaite qui vient du choix de sa propre compagnie plutôt que de relations toxiques. J'ai appris que je n'avais pas à pardonner à qui que ce soit, ajouta Sheila Phelps, dont le fils avait volé son identité pour ouvrir des cartes de crédit. C'était énorme pour moi. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que je devais lui pardonner parce qu'il était de la famille. Mais le docteur Johnson m'a aidé à comprendre que le pardon n'est pas obligatoire pour la guérison. Michael était devenu un conseiller non officiel pour notre groupe, passant une fois par mois pour discuter des aspects psychologiques de l'abus financier familial. Ces idées m'avaient aidé à comprendre que ma culpabilité à l'égard d'Annie n'était pas un échec maternel. C'était une réponse normale à une situation anormale. Et toi, Annie, demanda Caroline Franklin, la nouvelle habituée de notre groupe. Qu'est-ce qui est venu après pour toi? J'ai réfléchi à la question, regardant autour du cercle les visages qui étaient devenus familiers, chers même. Ces personnes m'avaient vu pleurer, rager, douter de moi-même, et progressivement retrouver mon équilibre. Elles avaient mérité une réponse honnête. Un but, dis-je finalement. Pendant 40 ans, mon but était d'être une épouse et une mère. Après la mort d'Harold, je pensais que mon but était de protéger ce que nous avions construit pour pouvoir le transmettre à mes enfants. Mais ce qui est venu après, c'est de découvrir que mon vrai but pourrait être de protéger les mères des autres de ce que j'ai vécu. C'était vrai. Le bénévolat avait évolué en quelque chose de plus grand, une pratique de consultation où j'aidais d'autres femmes à naviguer dans les crises financières familiales. Louise m'avait référé plusieurs clientes, et j'ai découvert que j'avais un talent pour repérer les tactiques de manipulation et aider les gens à développer des stratégies de résistance. « Comment gérez-vous la tristesse ?» demanda la nouvelle femme, parlant pour la première fois. Sa voix était douce, cultivée, portant la tristesse particulière de quelqu'un dont la vision du monde avait été fondamentalement altérée. « Comment arrêtez-vous de regretter ce qu'ils étaient avant ?» La question toucha au cœur de quelque chose que j'avais évité. Parce que la vérité était que Annie me manquait. Pas la femme manipulatrice qu'elle était devenue,
mais la petite fille qui m'apportait des pissenlits. L'adolescente qui m'appelait pour des conseils sur les garçons. La jeune femme qui avait été sincèrement fière du mariage de ses parents. Je ne pense pas qu'on arrête de les regretter, admis-je. Je pense qu'on apprend à les pleurer tout en se protégeant d'eux. Il est possible de faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. La réunion se poursuivit pendant une autre heure, couvrant des questions pratiques, de nouvelles ressources juridiques, des ateliers à venir, des histoires de réussite d'anciens membres qui avaient repris leur vie en main. Mais cette question sur le manque persistait, me suivant jusqu'au duplex où Janet m'attendait avec des restes de soupe et les dernières nouvelles sur ses propres dynamiques familiales compliquées. « Comment était le groupe » demanda-t-elle en s'installant dans ce qui était devenu sa chaise à ma table de cuisine. « Bien. » Difficile. Une nouvelle femme a posé une question sur le fait de regretter les personnes que nos familles étaient autrefois. Janet hocha lentement la tête. À 67 ans, elle avait survécu aux tentatives de ses propres enfants de la pousser à vendre sa maison et à déménager en résidence assistée, non pas parce qu'elle avait besoin de soins, mais parce qu'il voulait avoir accès à son capital. Sa solution avait été de déménager dans le duplex à côté du mien et de les informer que leur héritage était désormais dépensé pour son bonheur. En parlant de personnes qui nous manquent, dit-elle prudemment. Michael a appelé. Annie a eu son bébé. Les mots me frappèrent comme un coup physique, même si je m'y attendais depuis des semaines. Une petite fille, m'avait dit Michael plus tôt. Prévue pour fin octobre, selon ses calculs à partir des annonces de grossesse antérieures d'Annie. Comment va-t-elle, demandai-je, sans savoir si je parlais d'Annie ou du bébé. Tout le monde est en bonne santé. 3,2 kilos. Ils l'ont appelée Eleanor. Eleanor, le nom de ma mère. La manipulation était si transparente, si calculée que je me sentis momentanément étourdi par l'audace. Michael a dit qu'Annie lui avait demandé de t'appeler, continua Janet. Elle voulait que tu saches que les heures de visite sont flexibles et qu'elle aimerait beaucoup te voir. Je restais assise tranquillement, sentant l'attrait de l'instinct de grand-mère lutter contre la sagesse durement acquise des 6 derniers mois. Une partie de moi voulait se précipiter à l'hôpital pour tenir cette nouvelle personne qui partageait mon ADN, pour tout pardonner pour avoir la chance de faire partie de sa vie. Mais j'avais appris à me méfier de mes réponses émotionnelles immédiates, à les examiner pour déceler des signes de manipulation, tant externes qu'internes. « Que penses-tu qu'elle veut » demandai-je. « Je pense qu'elle veut utiliser ce bébé pour rouvrir les négociations sur la fiducie. » C'était probablement vrai. Dans les mois qui ont suivi Franco S., Annie avait fait plusieurs approches indirectes. Des messages par l'intermédiaire de Michael, des cartes pour mon anniversaire, des rencontres soigneusement orchestrées dans des endroits qu'elle savait que je fréquentais. Chaque contact avait porté la suggestion subtile que la réconciliation était possible si j'étais prête à être raisonnable sur certains arrangements financiers. Le bébé n'est pas responsable des choix de ses parents, dis-je, plus à moi-même qu'à Janet. Non, elle ne l'est pas. Mais tu n'es pas non plus responsable de te protéger des choix de ses parents. Le lendemain matin, j'ai appelé Louise. J'attendais cet appel, dit-elle sans préambule. Annie a eu le bébé. Oui. Et maintenant, je dois décider de la suite. Que voulez-vous qu'il se passe ensuite? C'était la question que je me posais depuis que Janet m'avait annoncé la nouvelle. Que voulais-je? Pas ce qu'Annie voulait, pas ce que Michael pensait être le mieux, pas ce que la société attendait des grands-mères. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Je veux rencontrer ma petite fille, dis-je lentement. Mais je veux le faire selon mes propres termes, avec des limites claires et sans m'exposer à la manipulation. C'est possible, dit Louise. Nous pouvons organiser des visites supervisées par l'intermédiaire de Michael. Nous pouvons établir des protocoles clairs sur les sujets qui sont interdits, les comportements qui mettront fin aux visites, les conséquences qui suivront si ces limites sont violées. Et si Annie refuse ces termes, alors vous saurez exactement où vous en êtes avec elle. Et plus important encore, vous saurez que vous vous êtes protégé tout en laissant la porte ouverte à une relation authentique si jamais elle choisit de la franchir. Cet après-midi-là, j'ai rédigé une lettre à ma fille. Pas la tirade colérique que j'avais écrite et réécrite dans ma tête au cours des derniers mois, mais une déclaration claire et calme de limites et de possibilités. Annie, commençait-elle, j'aimerais beaucoup rencontrer Eleanor et avoir une relation avec elle pendant qu'elle grandit. Cependant, tout contact entre nous doit respecter les limites que j'ai établies pour mon propre bien-être. Je suis disposé à rendre visite à Eleanor en présence de Michael pour des périodes limitées, étant entendu que toute tentative de discuter de la fiducie,
de mes décisions financières ou de griefs passés mettra immédiatement fin à la visite. Si tu peux accepter ces termes, je te prie de demander à Michael d'organiser notre première rencontre. Si tu ne le peux pas, j'espère que tu reconsidéreras la question lorsque tu seras prête à donner la priorité à la relation d'Eleanor avec sa grand-mère plutôt qu'à ta relation avec mon argent. J'aimerai toujours la fille que tu étais. Je ne suis plus disposé à être la victime de la personne que tu as choisi de devenir. Avec l'espoir de te voir grandir et des limites pour ma protection, maman. J'ai scellé la lettre avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres avec la satisfaction de quelqu'un qui avait appris la différence entre abandonner et fixer des conditions. L'avenir était encore à écrire, mais je l'écrirais selon mes propres termes, avec mon propre stylo, de ma propre voix. Et si ma petite fille voulait faire partie de cette histoire, elle serait accueillie avec amour, sagesse et la protection féroce d'une grand-mère qui avait appris que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant est l'exemple d'une femme inébranlable.